Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Le ministre de l'Éducation a rencontré une délégation de l'université professionnelle de Tianjin. Dans l'actualité internationale, Israël commet un nouveau massacre contre des déplacés à Beit Lahia. 45 morts, les détails dans ce journal de ce soir. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Le chef de l'État, son Excellence, M. Ismail Omar Guelleh, a adressé ses chaleureuses félicitations au président Recep Tayyip Erdogan et à l'ensemble du peuple ami de Turquie dans le contexte actuel de commémoration de la fête nationale de ce pays frère. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur sympathie et amitié à la nation sœur de Turquie, a écrit le président Guelleh dans le télégramme de félicitations adressé à M. Erdogan. Djibouti et la Turquie doivent la nature privilégiée de leur rapport au fait d'avoir en partage un socle commun de principes fondamentaux, de valeurs et de convictions, a dans le même document noté le président de la République. Notre pays restera en permanence mobilisé pour œuvrer au renforcement des liens de fraternité, d'entraide et de collaboration entre nos deux nations, a dans sa foulée indiqué également le chef de l'État djiboutien, réitérant ce vœu de bonne fête au président Erdogan et à l'ensemble du peuple frère et ami de Turquie. En fin de cette matinée, le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu à la primature M. Sultan Saïd Ahmed, envoyé spécial du ministre des Affaires étrangères du Finlande, pour faire un point sur la coopération bilatérale. Récemment nommé responsable des relations avec les pays d'Afrique de l'Est, M. Ahmed effectue une tournée régionale visant à renforcer les partenariats stratégiques et à proposer l'organisation sous le leadership de Djibouti des réunions axées sur le soutien aux lois internationales et le programme finlandais One Single Somali Policy. Cette initiative inclut une démarche de médiation pour promouvoir la paix entre la Somalie et l'Éthiopie avec la coopération du Qatar et de la Turquie, rappelant les efforts de Djibouti dans le cadre des accords de paix d'Arta au début des années 2000. Au cours des discussions, plusieurs enjeux régionaux ont été abordés, notamment la lutte contre les Shebabs, les crises au Yémen et au Soudan, les tensions politiques internes en Éthiopie ainsi que les défis posés par le mémorandum d'entente qui reconnaît la souveraineté du Somaliland. Ce dernier point suscite de préoccupations quant à une possible déstabilisation régionale, notamment avec l'implication des pays non membres de l'autorité intergouvernementale pour le développement tels que l'Égypte. Les deux parties ont encouragé le dialogue, la recherche des solutions pacifiques et l'élaboration d'un plan d'action concret mobilisant toutes les bonnes volontés. Il a noté que M. Ahmed, figure politique dynamique d'origine somalienne, s'engage activement pour l'inclusion sociale et la diplomatie multisectorielle, valeurs qui résonnent avec les ambitions de paix et de coopération de la région. Toujours à Djibouti, le 28 octobre, ce lundi, son Excellence Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale, a reçu également M. Sultan Saïd Ahmed, envoyé spécial du ministre des Affaires étrangères de la République de Finlande pour la Corne de l'Afrique. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une tournée régionale de M. Sultan Saïd Ahmed. Après les salutations d'usage, le président du Parlement a souhaité la bienvenue à la délégation finlandaise. Le chef de l'hémicycle djiboutien s'est dit honoré de recevoir une délégation finlandaise tout en mettant en avant les similarités existantes entre Djibouti et Finlande qui se développent dans la discrétion. Au cours de cette visite de courtoisie, les deux parties ont échangé sur les défis régionaux en matière de sécurité ainsi que sur le rôle crucial de la République de Djibouti en tant que leader dans la promotion de la stabilité et de la paix dans cette région stratégique. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, son Excellence de l'État, a souligné que la République de Djibouti n'a jamais ménagé ses efforts pour contribuer activement aux initiatives de paix et de sécurité dans la région, notamment par le biais de l'IGAD. En outre, le président de l'État a proposé la création d'un groupe d'amitié parlementaire Djibouti-Finlande afin de renforcer les liens de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Enfin, le président de l'Assemblée nationale a également émis le souhait que les domaines de la coopération entre les deux pays se multiplient et que les relations bilatérales se développent de mieux en mieux. Sur invitation de son homologue cubain, son Excellence, M. Ali Hassan Bahdon, ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, vient d'effectuer une visite de travail à La Havane à la tête d'une délégation composée de M. Omar Saïd Ahmed Mohamed, président du tribunal de première instance, de M. Mohamed Sultan Mohamed, magistrat et inspecteur des services judiciaires. Il était accompagné dans sa mission de l'ambassadeur de Djibouti à La Havane, son Excellence ambassadeur Nasser Mohamed Ousbo. La visite ministérielle a débuté par un entretien entre
les deux ministres dans l'entame duquel le ministre djiboutien a transmis le message de solidarité et de son soutien du président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, dans une période marquée par la panne du système électrique qui avait plongé dans le noir toute l'île pendant plusieurs jours. Le ministre cubain a accueilli très chaleureusement cette solidarité manifestée de la République de Djibouti et s'est engagé à le transmettre au président de la République de Cuba, son Excellence Miguel Díaz-Canel Bermudez. Il a mis l'accent sur le fait que la présence de la délégation djiboutienne avait aux yeux du gouvernement une signification toute particulière au moment où le pays était doublement affecté par la panne générale du système électrique. En poursuivant sa mission, le ministre djiboutien a rencontré les dirigeants des institutions en relation avec la coopération judiciaire djibouto-cubaine. Il s'est entretenu successivement avec le président du tribunal suprême populaire, son Excellence Mr. Ruben Remigio Ferro, le procureur général de la République, son Excellence M. Yemilar Peña, et des autorités pénitentiaires. Cette visite du ministre s'est clôturée par la cérémonie de signature des deux accords paraphés avec son homologue cubain, le traité sur le transfert de personnes condamnées entre la République de Djibouti et celle de la Cuba, la convention de coopération entre le ministère de la Justice et la République de Djibouti. Enfin, les deux ministres se sont donné rendez-vous pour se rencontrer à Djibouti et lancer ensemble des bases nouvelles d'une coopération mutuellement bénéfique, comme décrit dans les accords adoptés, s'inscrivant dans le cadre des liens d'amitié renforcés entre nos deux peuples et gouvernements. Lors de cette assemblée annuelle de la Banque mondiale et du FMI, un événement ministériel majeur a été organisé par les administrateurs africains de la Banque mondiale. Le reportage avec Fardous. Lors des récentes assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, un événement ministériel majeur a été organisé par les administrateurs africains de la Banque mondiale. En présence de M. Ajaï Banga, président de la Banque mondiale, a rassemblé des ministres des Finances et des pays bénéficiaires, dont M. Ilyas Moussa Daoualé, ministre de l'économie et des finances de Djibouti, pour discuter de la reconstruction des ressources de l'Association internationale de développement IDA 21. Dans un contexte économique mondial troublé par des tensions géopolitiques, des conséquences durables de la pandémie et autres crises, il est impératif de ne pas négliger le soutien de l'IDA. Ce fonds destiné aux pays les plus pauvres se trouve à un tournant décisif. Le renforcement de l'engagement envers l'IDA 21 représente non seulement une obligation morale, mais également un investissement stratégique essentiel pour la stabilité et la croissance à l'échelle mondiale. Dans le cadre de l'Assemblée annuelle de la Banque mondiale et du FMI, la délégation djiboutienne, toujours dirigée par le ministre de l'économie et des finances, son Excellence M. Ilyas Moussa Daoualé, a tenu une réunion de contact avec le vice-président de l'International Finance Corporation pour l'Afrique. On écoute toujours avec Fardous. Dans le cadre des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, la délégation djiboutienne dirigée par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a tenu une réunion de contact avec le vice-président de l'International Finance Corporation pour l'Afrique, M. Sergio Pimenta. Cette rencontre a eu pour objectif de consolider les relations entre Djibouti et le groupe de la Banque mondiale en mettant l'accent sur le développement du secteur privé dans le pays. Le ministre a également remercié l'IFC pour son soutien au développement du crédit bail à Djibouti. En parallèle de cette réunion, la Banque centrale de Djibouti, représentée par son gouverneur, a signé un accord de coopération avec la Société financière internationale, également connue sous l'acronyme IFC. Cet accord vise à accompagner la Banque centrale de Djibouti dans l'introduction des crédits bail dans le pays. L'IFC, institution phare du groupe de la Banque mondiale, a pour mission de favoriser les investissements productifs en créant des conditions propices au flux des capitaux privés. Ce projet est longtemps identifié par la BCD comme une solution pour dynamiser l'offre financière à destination des petites et moyennes entreprises, les PME, fait enfin un pas en avant significatif, marquant une avancée majeure pour le développement économique de Djibouti. Ensuite, un communiqué qui nous parvient du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale indiquant que la République de Djibouti condamne l'attaque contre le siège de l'ambassadeur des Émirats à Khartoum. La République de Djibouti exprime sa ferme condamnation de l'attaque qui a ciblé le siège de l'ambassadeur des Émirats arabes unis en République sœur du Soudan. Elle réaffirme son rejet catégorique de toute violation de lois et de normes internationales.
Djibouti souligne également l'importance de respecter l'inviolabilité des locaux des missions diplomatiques et d'assurer leur protection complète conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. La République de Djibouti condamne également fermement les violations graves des droits humains au Soudan. La République de Djibouti condamne avec force les violations graves des droits humains à l'encontre des civils innocents dans la région de la Jazira, en République sœur du Soudan. Elle souligne que les attaques visant les civils, les cibles civiles et les infrastructures publiques constituent une violation flagrante du droit international humanitaire. Djibouti demande que les auteurs de ces attaques odieuses répondent de leurs actes tout en exigeant la cessation des hostilités en assurant la protection des civils. Toujours dans l'actualité nationale, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a présidé hier après-midi une réunion de travail stratégique qui a réuni des hauts cadres du MENFOP. On écoute le reportage avec Fordos. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a présidé hier après-midi une réunion de travail qui a réuni des cadres du MENFOP et une délégation de l'université professionnelle de Taïjin pour les techniques professionnelles. Les discussions ont porté sur les initiatives clés et les stratégies pour renforcer le développement et la pérennité de l'atelier Luban et Djibouti. Parmi les priorités abordées figure l'élargissement de l'atelier par la construction d'un centre d'excellence à Djibouti-Ville visant à offrir un cadre moderne et adapté aux exigences de la formation technique. Le MENFOP et l'université de Tiadjin ont également échangé sur l'amélioration des niveaux académiques des étudiants de l'atelier à travers une sélection rigoureuse des candidats ainsi qu'un renforcement de l'apprentissage de la langue chinoise pour faciliter les échanges et les stages en Chine. Les deux parties ont également convenu des objectifs de leur collaboration, incluant le renforcement de la coopération dans la création de nouvelles filières telles que la logistique ferroviaire et la conduite de train en phase avec le besoin du marché de l'emploi. Cette même délégation chinoise de l'université de Tianjin pour les techniques ferroviaires a effectué une visite dans les infrastructures de l'atelier Luban, appelé à devenir un centre d'excellence pour la formation aux techniques ferroviaires. La délégation chinoise de l'université de Tianjin en visite dans les ateliers Luban au LIC. La délégation chinoise de l'université de Tianjin pour les techniques ferroviaires a effectué une visite dans les infrastructures de l'atelier appelé à devenir un centre d'excellence pour la formation en techniques ferroviaires au sein du lycée industriel et commercial de Djibouti. Le secrétaire général du MENFOP Mohamed Abdallah Mahyoub ainsi que le directeur général de la formation professionnelle Abdelkader Ahmed. Les inspecteurs de la formation professionnelle ont fait découvrir aux visiteurs de marque les installations et les équipements de pointe mis en œuvre dans les ateliers des laboratoires de langue où les étudiants suivent des cours de mandarin mais aussi les stimulateurs de cabines de pilotage de train ainsi que les maquettes représentant les circuits de lignes ferroviaires avec toutes leurs spécificités techniques. La délégation chinoise a également pu constater le succès obtenu dans les différentes spécialités de formation de l'atelier de Djibouti menant aux licences professionnelles en exploitation et gestion ferroviaire, ingénierie et technique ferroviaire, commerce international et gestion logistique, toutes dispensées en collaboration avec l'université professionnelle de Tianjin et le premier lycée professionnel commercial de Tianjin. Nous avons eu aujourd'hui l'honneur d'accueillir la délégation chinoise conduite par le président de l'université de Tianjin, l'université professionnelle pour les métiers ferroviaires. Donc cette visite fait suite à la rencontre des deux présidents de la République de Djibouti et de la République populaire de Chine lors du sommet Chine-Afrique. Suite à cette rencontre, il a été décidé de renforcer les liens qui existent déjà entre les deux pays, mais également de renforcer les ateliers Luban ici que nous avons aujourd'hui eu l'honneur de visiter avec la délégation chinoise. Pour un petit rappel par rapport aux ateliers Luban, ça a été inauguré par le président de la République en mars 2019. Ça se trouve au LIC. Les ateliers Luban proposent 4
filières de formation, 2 dans le domaine ferroviaire, l'ingénierie ferroviaire et l'exploitation ferroviaire, mais également 2 domaines commercial et logistique, une filière pour la logistique et une filière pour commerce international. Donc, lors de cette visite, donc, il a été décidé, lors des réunions techniques, il a été décidé de renforcer l'utilisation des ateliers Luban par la création de nouvelles filières pendant cette visite, mais également pendant cette mission. Nous allons rencontrer avec la délégation chinoise les entreprises djiboutiennes et chinoises pour voir les différents besoins par rapport aux compétences du marché et essayer de renouveler les formations et les compétences qui existent ici. Donc c'est aussi une occasion pour remplacer certaines filières, mais aussi améliorer d'autres filières, rajouter d'autres filières, telles que les filières des hautes technologies, comme la robotique, l'électronique, etc. Donc nous allons, lors de cette mission, voir avec la délégation chinoise comment travailler pour que les ateliers Luban deviennent un centre d'excellence de formation de haut niveau avec les compétences nécessaires pour le marché du travail. Le 27 octobre 2024, l'UMJC, à moins de 7 jours de la célébration de la Journée nationale et africaine de la jeunesse, a lancé la 3e édition du concours d'éloquence d'Horatio. L'événement s'est déroulé en présence de la ministre du MJC, son Excellence Dr Hibo Moumin Assowe, et de plusieurs hauts cadres du ministère et d'un jury composé de Mme Hassina Maki et de Dr Opsi. Les phases de présélection consistant à départager les candidats inscrits sur la plateforme de candidature qui a rassemblé de nombreux jeunes universitaires de tout horizon concurrents à cette compétition qui leur offre l'opportunité d'exprimer leurs idées et leurs réflexions sur des sujets d'importance pour la jeunesse. Rappelons que ce concours a pour objectif de promouvoir l'expression orale parmi les jeunes, d'encourager leur créativité et leur réflexion critique, ainsi que de favoriser l'engagement civique. En incitant les participants à réfléchir sur des thèmes pertinents, le ministère souhaite stimuler leur participation active à la construction d'un futur propice pour faire de notre pays une nation à l'écoute de l'évolution constante de la planète. Les jeunes âgés de 15 à 30 ans ont été invités à se présenter et à exprimer leur motivation à soumettre un discours original permettant ainsi aux candidats de préparer leur intervention avec soin. Le concours d'Horatio, qui s'inscrit dans l'agenda de la Semaine nationale et africaine de la jeunesse, constitue une occasion unique pour les jeunes de faire entendre leur voix et de s'impliquer dans des dialogues essentiels concernant leur avenir. 24. Je suis ici aujourd'hui, comme beaucoup d'autres jeunes ici présents, pour participer au concours d'oration, au concours d'éloquence mis en place par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, qui d'ailleurs, je remercie, parce que ce concours va nous permettre de nous forger, d'améliorer dans le domaine d'éloquence, de prise des paroles en public, qui est apparemment une compétence vraiment nécessaire. On écoute la réaction de la directrice de l'insertion sociale et du volontariat des jeunes. Aujourd'hui, on est à Salam Tower Center pour le lancement du concours national d'éloquence Horatio 2024, édition 2024. Il s'agit de la 3e édition de ce concours que le ministère de la Jeunesse et de la Culture organise. Et ce lancement s'inscrit dans le cadre des activités de la Semaine nationale et africaine de la jeunesse qui a débuté aujourd'hui jusqu'au 4 novembre, Inch'Allah. Donc, parmi les jeunes qui ont participé, il y a eu des inscriptions via la plateforme numérique, dont 80 jeunes se sont inscrits et 40 jeunes sur la liste d'attente. Donc, il y a eu une large participation de la jeunesse djiboutienne pour ce concours. Je dis bravo à ces jeunes et bon courage pour ce concours. Ensuite, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a indiqué que cette compétition est un moyen de repérer les jeunes talents en art de communication. C'est vraiment un plaisir que ce projet puisse enfin démarrer. Je vous assure, on est resté longtemps un peu en coulisses pour d'abord trouver une suite à ces concours. Parce que je vous assure, très souvent, c'est facile de faire un projet, mais après, qu'est-ce que ça va être la suite? C'est toujours très difficile. Et qu'est-ce qui nous a convaincus que c'est le bon moment de lancer ça? Déjà, sachez que le concours, là, le lancement du projet est bien situé
dans l'agenda d'un événement très important que nous célébrons à partir d'aujourd'hui. Donc le lancement du concours Horatio et l'ouverture, les lancements même de cette semaine dédiée à la jeunesse nationale et africaine pour son édition de 2024. Donc on a voulu vraiment l'associer à cet agenda-là pour le mettre en exergue et pour le mettre en relief. La deuxième chose qui a fait que nous avons beaucoup travaillé en coulisses pendant longtemps, après les inscriptions sur la plateforme, c'est que les jeux de la CGSOI sont pour bientôt. Ça aura lieu en juillet et août et que nous souhaitons que les lauréats gagnants de ce concours participent au volley. Il y a une volley assemblée de jeunes où on va, donc ça pourra être une autre forme de gratification ou bien une autre forme de promotion de lauréats, c'est qu'ils participent à cette assemblée-là. Et donc on a déjà envoyé de représentants, de jeunes représentants dans le domaine de décideurs, puisqu'on avait envoyé un jeune député de l'Assemblée, une jeune sous-préfète et une jeune vice-présidente. Je pense que c'est un honneur pour Djibouti. Nous étions les seuls pays lors de cet atelier de réflexion et de formation à présenter 3 jeunes décideurs qui ont moins de 35 ans. Les autres, vraiment, ils étaient impressionnés. Donc, c'est pour vous dire à quel point le président de la République, le gouvernement, le ministère, mais aussi tous les autres, tous les esprits, les grands esprits et les forces de ce pays sont convaincus que nos jeunes ont voix au chapitre et que le fait qu'ils puissent proposer, souvent on dit que ce sont une force de proposition, mais c'est aussi une force d'intervention. Et donc, c'est pour vous dire à quel point c'est important. Et donc, une fois que ces 2 volets se sont dégagés, on a dit, là maintenant, on peut embrayer et commencer au ratio. Donc, je tiens à remercier les jurys pour avoir été patients. Je vous invite vraiment à participer à fond. Il y a des perspectives de continuité pour cette plateforme et nous espérons relever aussi le défi de la durabilité. Ça, c'est vraiment un autre défi. Donc, il faut qu'on tienne aussi la durabilité de ce projet et je sais que ça se passera bien. Donc, je vous dis à très bientôt avec les lauréats gagnants qui vont être un peu les ambassadeurs pendant au moins jusqu'à 2025. Autre actualité de ce soir, après les pluies torrentielles qui se sont versées sur la capitale durant la semaine précédente, les éléments de la police nationale ont été mobilisés durant cette période de pluie pour venir en aide aux nombreux piétons piégés par les eaux. Les routes étant fortement touchées par les pluies, les bus de transport en commun ont cessé toute activité, laissant la population aux abords des artères. Tous les moyens nécessaires et humains de la police ont donc été mobilisés tout au long de la journée. Les véhicules de la police nationale ont aidé la population à rentrer chez eux en toute sécurité. Les transports ont été effectués du centre-ville jusqu'à dans la commune de Balbala. Il est à noter que ce n'est pas la première fois que la police nationale entreprend ce genre d'activité. Interrogés au micro de la télévision nationale, les Djiboutiens qui ont bénéficié de cette assistance ont tenu à remercier le haut commandement de la police nationale pour cette action noble en faveur de la population. Toujours dans le cadre des pluies diluviennes, les éléments de la police nationale ont été également déployés la fin de la semaine passée sur plusieurs sites pour effectuer des opérations de pompage des eaux sur les motopompes de la police qui ont été disposées sur les grandes artères puis pour puiser les eaux stagnantes. Pour plus de précision, les propos du lieutenant Abdelkader Hachi Yassine indiquaient, et je cite, « Après chaque pluie, la police nationale déploie partout des motopompes pour puiser les eaux stagnantes. Nous avons déjà pompé les eaux sur plusieurs autres sites tels que la cité Saoudi, le terrain Aouled et à côté du Lick. Et nous poursuivrons ce travail aussi longtemps que le besoin se fera sentir. » Fin de citation. Toujours dans l'actualité nationale, des experts et responsables de premier plan se sont réunis hier à Aïla en marge du forum sur la justice climatique pour une série de discussions autour de l'impact du changement climatique en Afrique de l'Est. Ce panel, constitué de spécialistes en environnement, santé publique et développement durable, a permis de dresser un état des lieux et de proposer des actions concrètes pour répondre aux défis climatiques urgents dans la région. Des panélistes experts en justice climatique étaient présents et Mohamed Ismail Dini,
Dini, chef de la surveillance épidémiologique et de la réponse aux épidémies à l'Institut national de la santé publique, et M. Dini Abdallah Omar, secrétaire général du ministère de l'Environnement, ont été également présents. Cette conférence a permis de sensibiliser et mobiliser autour d'une vision commune, agir de manière collective et proactive pour construire un avenir durable en Afrique de l'Est. Direction le Nord à présent, où à l'occasion de la Journée internationale de la fille, célébrée chaque année le 11 octobre, le collège d'enseignement moyen de Tadjoura, en partenariat avec l'UNICEF, a organisé une journée spéciale dédiée à la valorisation des filles et à la promotion de leurs droits. Cette journée a été l'occasion de sensibiliser sur l'importance de l'éducation des filles et à leur rôle crucial dans le développement de notre société. Ensuite, l'accent a été mis sur la réussite des filles dans différents domaines scolaires, artistiques, sportifs. Et à cette cérémonie présent, le préfet Mohamed Ahmed Hamed et le vice-président Abdou Omar. Enfin, l'accent a été mis sur des défis auxquels les filles sont confrontées, à des solutions pour les surmonter, sur la promotion de l'égalité des genres et l'autonomisation des filles. En les soutenant, on construit un monde juste et pur. S'investir pour une fille, c'est investir dans l'avenir. J'aimerais remercier l'UNICEF qui est un partenaire du MENFOP, qui depuis l'année dernière, nous célébrons la Journée internationale de la fille. On écoute la représentante de l'UNICEF, Mme Hassana Abdallah. Cette vision, elle s'est construite à travers plusieurs paramètres, à savoir d'abord la confiance des filles en elles-mêmes, leur estime de soi, leur engagement, la mobilisation des communautés et des parents, la mobilisation des autorités administratives, la mobilisation des autorités décentralisées, la mobilisation des organisations des femmes, mais également des organisations des jeunes des Tadjoura. Sans ça, cette vision ne sera pas visible. Elle ne pourra pas se concrétiser. Elle a besoin d'être concrétisée dans le temps, sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme, autour de la fille. La fille, elle est au centre d'un foyer. Elle permet, en étant éduquée, instruite, d'avancer, d'appuyer sa famille, d'être engagée aux côtés de sa maman, de ses parents, et de démontrer l'investissement qui a été entrepris par ses parents dans son éducation à la base. Cette journée internationale met l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et de promouvoir leur autonomisation et le respect de leurs droits humains. Les filles ont le droit et une vie sûre, ont droit à une bonne santé et une bonne éducation. Non seulement au cours de leurs années formatrices, mais aussi une fois devenues femmes aussi. Si les filles sont accompagnées durant l'adolescence, elles ont le potentiel de changer le monde. Travailleuses de demain, mères, entrepreneurs, mentors, chefs de famille et dirigeantes politiques. Investir dans la réalisation du potentiel des adolescentes permet de défendre leurs droits d'aujourd'hui et d'assurer un avenir plus équitable et plus prospère. On écoute les propos du vice-président du conseil régional et le préfet de la région de Tadjoura. La fille, comme vous le savez, n'est pas en marge parce que parfois il arrive que la fille dépasse les garçons. Mais la fille d'aujourd'hui, il nous incombe à nous, éducateurs, parents, responsables, de l'encadrer de tout notre amour, de la protéger, de la scolariser, de la suivre parce que la fille d'aujourd'hui, c'est la femme de demain. C'est parce que nous l'avons encadrée aujourd'hui que demain, cette femme sera une femme qui va donner pleinement la vie. Cette journée nous rappelle à tous que toutes les filles ne peuvent jouir de cette journée. Sous nos cieux, si nos filles regardent le ciel pour admirer les étoiles filantes, ailleurs, ce n'est pas le cas. Quand elles voient ces étoiles filantes, je vous assure, messieurs, que ces filles se terrent dans les abris. Pourquoi? Parce que les étoiles filantes là-bas amènent la mort. L'honneur me choisit d'assister à cette cérémonie de clôture qui prend fin aujourd'hui.
dont le thème est la journée internationale des filles. Ces filles qui, demain, vont mettre bas une vie, vont aussi diriger le pays. Ceci peut être réalisable que si l'éducation, que si ces filles ont une bonne éducation. La fille a droit, comme l'enfant, a droit à la santé, a droit à l'identité, a droit à la santé. Aujourd'hui, dans notre mœurs ancestrale, auparavant les filles ont été, je pourrais dire, lésées. Par contre, aujourd'hui, tout le monde en est conscient de la représentativité de la fille dans la famille. C'est dans le cadre du programme de jumelage entre les régions d'Ali-Sabié et celle d'Obok qu'un match de vétérans s'est déroulé avec succès dans l'après-midi. Un événement sportif qui a rassemblé des joueurs de deux régions, renforçant ainsi les liens d'amitié et de solidarité. Une soirée a ensuite été marquée par une cérémonie culturelle au grand stade Arre d'Ali-Sabié où une soirée musicale dédiée aux danses traditionnelles a émerveillé les spectateurs. Les participants ont pu apprécier des performances riches en couleurs, en émotions, mettant en valeur le patrimoine culturel des deux régions. La délégation a été chaleureusement accueillie par les autorités d'Ali-Sabié, notamment le préfet Abdelmalik Mohamed et le président du conseil régional, M. Shamark Hassan. La cérémonie a eu lieu en présence des personnalités importantes, dont le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, le ministre du commerce, M. Mohamed Warsam Dirié, ainsi que les préfets des deux régions d'Ali-Sabié et d'Obok, mais aussi les présidents du conseil régionaux, le chef du projet Kaizen Company, des OCAL, de la société civile ont également pris part à cet événement festif. Ce jumelage s'inscrit dans une démarche de coopération et de développement entre les deux régions, favorisant les échanges culturels et sportifs pour le bien-être de leur population. Réalisation qui nous accompagne dans cette initiative depuis 2 semaines. Et également un merci spécial aux 2 présidents des conseils régionaux d'Obok et d'Ali-Sabié qui sont à l'origine de cette initiative visionnaire. Sport à présent, ce 28 octobre, le monde entier célèbre la journée mondiale du judo, une discipline qui incarne des valeurs essentielles telles que l'excellence, le respect et la discipline en cette occasion spéciale. Ce lundi 28, au siège de l'ONG Bender Djedid, de parents et enfants se sont réunis pour partager des moments de rire et pratiquer ensemble les rudiments de cet art martial. L'événement a mis l'accent sur le bien-être et la santé à travers le sport, rappelant le proverbe « un esprit sain dans un corps sain ». Des jeux d'adresse et de logique ont également été organisés. Journée mondiale du judo, organisée par la fédération de judo djiboutienne. Donc c'est une activité de découverte de l'activité, mais également de partage, de plaisir entre les parents, les enfants et les encadreurs. Comme vous le voyez, cette séance a rassemblé pas mal de participants. Donc je félicite la fédération dans ses efforts et je les encourage à continuer dans cet élan. Le secrétaire général du judo djiboutien a souligné l'efficacité pédagogique des moniteurs de judo et de la fédération djiboutienne du judo. Donc aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale du judo. Alors le thème qu'on a retenu pour cette journée aujourd'hui est le bien-être. Le bien-être à travers le sport. Comme nous le savons, selon le vieil adage, un esprit sain ne peut se développer que dans un corps sain. Et justement, le judo met toujours l'accent sur la condition physique du joueur, parce que cette condition physique, une fois qu'elle est optimale, permet de développer un esprit qui est sain, et un esprit très combatif, et un esprit très critique. Alors, dans cette journée aujourd'hui, nous avons décidé d'inviter les parents, et de montrer aux parents, de leur donner un aperçu de ce que nous faisons habituellement avec leurs enfants. De quelle manière est-ce que nous disposons les cours, les points les plus importants, notamment la sécurité durant les entraînements, la gestion des blessures, mais surtout l'apport pédagogique de nos moniteurs.
Et Dieu merci, la journée a été un véritable succès. Et nous comptons bien sûr avoir plus de participants l'année prochaine si Dieu le veut ou le permet. Et nous encourageons aussi toute personne désireuse de vouloir pratiquer le judo, de prendre contact avec la Fédération djiboutienne de judo. Dans la même optique, nous préparons quelques championnats. Donc nous avons l'intention de lancer le tournoi de novembre, qui est un tournoi de fin de saison, bien sûr. Et à cet effet, nous avons mobilisé les moyens et les ressources nécessaires pour le bon déroulement de ce tournoi. En plus de nos moniteurs djiboutiens, nous avons un volontaire, Sensei Takumi, qui nous a généreusement été octroyé par l'association Lajika. Sport toujours, hier après-midi, les requins de la mer Rouge ont remporté une victoire précieuse en battant le Rwanda à 1-0 lors du match aller des qualifications pour le championnat d'Afrique des Nations. L'unique but de la rencontre marqué par l'attaquant Gabriel à la 79e minute après une passe parfaitement ajustée a permis à Djibouti de prendre l'avantage. Ce succès place les requins en position favorable avant le match retour qui se tiendra à Kigali le 31 octobre. Pour le match retour, les requins sauront briller à nouveau et démontrer tout leur potentiel face aux Amovabu. Fait divers de ce journal, un incendie s'est déclaré vers midi au quartier 7. Malgré la difficulté d'accès dans ce quartier, les sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement sur le lieu pour éteindre cet incendie. Un premier fait, état de la destruction d'une dizaine de maisons d'habitants, certaines maisons partiellement. Une enquête a été ouverte pour connaître l'origine de cet incendie. Les responsables de la préfecture et le responsable de la protection civile ont supervisé l'intervention des pompiers qui ont été rapides et efficaces pour sauver le reste des maisons d'habitation de ces secteurs. Face au risque d'incendie, la population doit en rester vigilante. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, les forces israéliennes ont bombardé aux premières heures des maisons abritant des déplacés dans la ville de Beth Lahia. Voici les détails avec Fardous. Les forces israéliennes ont bombardé aux premières heures des maisons abritant des déplacés dans la ville de Beth Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, tuant au moins 10 personnes après qu'une vague d'attaques lancées qui avait fait au moins 35 morts, a rapporté l'agence presse palestinienne Wafa. De son côté, la Jordanie a condamné dans les termes les plus fermes le bombardement par les forces israéliennes d'une zone résidentielle à Beth Lahia, faisant plusieurs morts et blessés au mépris flagrant du droit international et du droit humanitaire international. Toujours au Moyen-Orient, au moins 19 morts dans des raids israéliens sur le Liban. Les détails toujours avec Madame Fardous. L'armée israélienne continue de pilonner plusieurs zones à travers le Liban, les dernières attaques ayant détruit plusieurs maisons, selon l'agence nationale de presse libanaise. Dimanche matin, de la fumée était visible dans la banlieue sud de Beyrouth, due à un incendie provoqué par des raids israéliens nocturnes. Israël a également lancé des frappes aériennes sur les villages avoisinant la ville méridionale libanaise de Sur. Ces attaques ont provoqué de grands incendies dans les villages. L'électricité a été complètement coupée dans certains villages de la région. L'armée israélienne a également poursuivi ses attaques aériennes sur certaines villes et villages. C'est tout pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.